Alors c'est vrai, pardonnez-nous, hein, tous les jours on parle de la réforme des retraites, mais en même temps il y a une grève maintenant dans 48 heures, et c'est vrai que on a essayé de le traiter un peu sous tous ses angles. Il y en a un où on était un peu moins présent. C'est vrai que les médias et l'opinion publique se sont essentiellement focalisés sur, on a parlé ici de la clause du grand-père, quand est-ce qu'on bascule dans l'ancien système au nouveau, le fait de travailler plus longtemps ou pas, le fait de financer, d'avoir un système équilibré en 2025. On a peu parlé des avancées de cette réforme systémique voulue par le président. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a vu le Premier ministre Édouard Philippe nous dire, il faut rappeler, il y avait des avancées, encore une fois, pour rappeler qu'on parle beaucoup des perdants qui font du bruit, notamment certains, mais il y a aussi des gagnants. On a tendance à ne pas assez le rappeler, ou parce que finalement c'est tellement mineur et dérisoire, garde face à toutes ces emmerdes nouvelles qui arrivent. Oui, tout à fait. Alors bon, d'abord, on ne connaît pas tous les paramètres de la réforme parce qu'il y a deux choses. Mais de quoi on parle? On va rentrer dans le détail. On va superposer les choses. Ces avancées, on va rentrer dans le détail, mais je parlais évidemment des retraites à 1 000 €, les bonifications par enfant pour les femmes. On va en parler de tout ça, mais au global, toutes ces avancées mises ensemble dans le sac à dos, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'en parler ou est-ce que c'est peanuts? Disons que si, il faut parler de tout. Bien sûr qu'il faut en parler. Et forcément, il y a dans des réformes des gagnants et des perdants. La question, c'est est-ce que cette réforme elle est faite à enveloppe budgétaire constante? Manifestement, oui. C'est ce que dit le gouvernement. Oui, sauf s'il faut revenir à l'équilibre financier d'ici 2025, il va falloir quand même trouver des nouveaux financements. Donc, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la réforme structurelle, qui est la transformation du régime en régime universel, régime à points, qui peut se faire à enveloppe constante, voire même qui pourrait être un peu coûteuse, parce que si vous voulez éviter qu'il y ait trop de perdants et que les perdants, justement, manifestent, ou en tout cas soient extrêmement contre cette réforme-là, il y a des compensations il peut y avoir des compensations qui peuvent être un peu coûteuses, donc ça veut dire que ça aura un coût budgétaire. Plutôt que exemple de compensation coûteuse. Par exemple, on peut imaginer que, effectivement... Alors, voilà, les enseignants. Ouais. Non, mais c'est intéressant, parce que la philosophie, elle est intéressante de cette réforme, c'est 1 € cotisé doit ouvrir les mêmes droits. Qu'on soit dans le privé, dans le public. Ce qui est la chose intéressante. En termes d'équité, quand même, en termes d'équité, c'est vrai que c'est imbattable. Ouais. Sauf qu'en fait, quand on creuse un peu, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça pour pas mal de paramètres. Le premier, il est typiquement quand vous avez des enfants. C'est-à-dire que est-ce qu'une femme a le droit à une majoration de ses droits à partir du moment où elle a des enfants. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe dans le système actuel. À partir du troisième enfant aujourd'hui, majoration de 10%, je ne suis pas un expert, à partir du troisième enfant. Donc vous accumulez du coup des droits quand vous avez des enfants. C'est à partir du troisième enfant. Là, la question c'est est-ce que, justement dans le nouveau système, j'ai entendu, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, c'est qu'il pourra y avoir une majoration de 5% des points accumulés par enfant. Sauf qu'il y a des trimestres, il y a 8 trimestres de bonification, encore une fois, par enfant. S'ils disparaissent ces 8 trimestres de bonification, donc c'est juste ces 5% de bonification, encore une fois, par enfant... En fait, ça revient, si vous faites un calcul actuariel, à mon avis, vous êtes à peu près à la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des trimestres cotisés... Ce qui nous est présenté comme une avancée, comme un nouveau droit, c'est pour éviter qu'il y ait des pertes. Et en termes de politique familiale, quand on creuse, bien sûr, cela n'en est pas une. Alors, a priori, non. C'est-à-dire que c'est pour éviter, justement, que dans les carrières, en tout cas, les femmes qui ont des carrières et qui ont des enfants, se retrouvent avec moins de droits qu'actuellement. Et donc, pour compenser, au lieu d'avoir un système où vous accumulez des trimestres, vous accumulez une majoration de points. Mais au final, ça revient, c'est kiff voilà. Alors après, il faut rentrer dans le détail des calculs, des cas types, du nombre d'enfants, à quel moment, etc. Mais globalement, je pense que c'est fait de façon à calibrer. Quand on dit c'est une réforme, encore une fois, c'est la com du gouvernement qui nous dit c'est une réforme qui est faite aussi pour les femmes. Là, pour le coup, là, ce qui peut être différent, c'est la question de l'âge pivot. Pour les femmes, c'est typiquement si vous avez des carrières hachées, l'âge pivot est plus intéressant que les durées de cotisation. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose là. On parle de la politique familiale. La politique familiale. Là, par contre, la bonification du point, à mon avis, est calibrée de façon à revenir à peu près budgétaire aux accumulations de durées de cotisation. Super. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est sur les enseignants. Alors, vous en avez parlé, qui est un point important. Expliquer. Parce qu'aujourd'hui, eux, ce sont les grands perdants. Déjà parce que leur pension aujourd'hui, elle est calculée sur des salaires qui sont moyens d'ailleurs plutôt bas par rapport à d'autres enseignants ailleurs en Europe. 75% aujourd'hui des 6 derniers mois. On passerait un calcul sur l'ensemble de la carrière en y ajoutant des primes. Mais les primes, souvent pour les enseignants, vous avez tout dit, elles sont faibles. Et donc, la contrepartie du gouvernement, c'est de dire qu'il faudra augmenter
les salaires des enseignants. Mais là, on se dit, du coup, il y a un coût budgétaire immédiat. Quoi. Combien Bah oui. est-ce qu'on a les moyens et de combien? J'avais écouté un prof qui disait il faudrait augmenter en équivalent 40% mon salaire. Là, on se dit. Ça fait beaucoup, quoi. Je ne suis pas sûr que l'État. Budgétairement, voilà. Ouais. Donc là, l'exemple est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les enseignants qui ont des carrières dans lesquelles ils commencent en fait avec des niveaux de salaire bas, pour le coup, le fait que la retraite soit calculée sur les 6 derniers mois permettait d'avoir un niveau de retraite qui était relativement satisfaisant pour les enseignants. Si vous prenez sur 25 ans, étant donné que les points d'entrée sont relativement bas, alors vous allez baisser forcément le niveau des retraites. Avec autre chose, c'est que le ministère a dit on va réintégrer les primes dans le mode de calcul. Alors c'est vrai que pour les fonctionnaires, en moyenne, je crois que la prime, ça représente à peu près 20% de la rémunération. Mais pour les enseignants, c'est beaucoup moins, c'est 9%. Et par exemple, dans les instituteurs, enfin les professeurs d'école à la maternelle ou dans le primaire, je crois que c'est de l'ordre de 4%. Donc les primes, c'est très peu. Donc le seul moyen à ce moment-là pour récupérer… Augmenter leur traitement. Mais sauf que le coût budgétaire est immédiat. Monstrueux. Et enfin, en tout cas, important et significatif. C'est vrai que ça rend équitable du coup la réforme. Ça fait que vous avez une retraite qui sera beaucoup plus proche de ce qu'elle est aujourd'hui, mais ça veut dire augmenter les salaires tout de suite. Donc la question budgétaire, elle est toujours sous-jacente. C'est-à-dire que est-ce que… On vient de soulever quand même, on a parlé des femmes et de leurs enfants, on a parlé des enseignants, on se dit que ces nouveaux droits avancés par le gouvernement, le compte n'y est pas là. Bah, le compte n'y est pas. Au-delà des principes ah bah non, le compte n'y est pas défendables. Enfin, bah voilà, donc une fois de plus, on va rentrer dans le cas par cas. Il y a la question de la pénibilité aussi. Est-ce qu'il y aura un traitement de la pénibilité avec une majoration des droits pour les métiers difficiles? J'ai cru comprendre que par exemple les militaires ou certains métiers de la fonction publique qui présentent des risques continueront à bénéficier de la possibilité de partir plus tôt avec des droits qu'ils ont encore actuellement, enfin les mêmes à peu près qu'ils peuvent avoir actuellement. Donc on voit bien que quand on creuse la philosophie de dire il faut que ce soit universel, que 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits est une idée intéressante, mais quand on rentre dans le détail, le diable se cache dans les détails parce qu'on voit que ce n'est pas si simple que ça. Mathieu, la pension minimum pour une carrière complète, ça serait de 1 000 euros. Aujourd'hui, on est à 945 euros pour un salarié. On se dit, bon, bah, c'est 50 euros, évidemment, on prend. Après, la mesure, elle est surtout, je ne suis pas un expert, attendue par certaines professions indépendantes comme les artisans, les commerçants, les agriculteurs, qui, eux, peuvent toucher beaucoup moins. Oui, c'est ça. C'est plutôt les régimes indépendants dans lesquels… Vraie avancée, là, encore, ou pas? Bah, là, parce que c'est le sujet du jour, là. Là, il y a une avancée qui était effectivement… je crois que la CFDT avait pas mal avancé sur ce dossier-là, qui était d'augmenter, en fait, ce qu'ils appellent le minimum contributif, hein, c'est-à-dire d'avoir pour les carrières difficiles, avec des faibles rémunérations, avoir à la retraite au moins 85% du SMIC. Je crois qu'aujourd'hui, pour ces salariés privés, on est autour de 80%, donc c'est vrai que ce n'est pas non plus extraordinaire, mais ça permet quand même d'améliorer cette situation, et surtout pour tous les régimes d'indépendants, notamment dans l'agriculture, où vous pouvez avoir des retraites et des pensions extrêmement faibles, extrêmement basses. Donc ça serait une avancée pour ce type de situation où effectivement vous avez des niveaux de retraite qui sont où vous ne pouvez pas vivre avec. Donc il y a un mieux. Je ne sais pas si on peut le mettre dans… On aurait pu le faire sans faire une grande réforme en fait. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le minimum contributif, il existe aujourd'hui. Là, la nouveauté, c'est que c'est facilité par le fait que si vous fusionnez l'ensemble des régimes, les indépendants, les salariés, le public, le privé, ça facilite effectivement ce type d'opération en disant en fait on met tout le monde sous la même toise. 85%. Dernier point, Mathieu, le dispositif pour les carrières longues présenté là encore une fois comme une avancée par le gouvernement. En gros, celles et ceux qui ont travaillé et qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui ont tout leur trimestre, eux pourront toujours partir avant 62 ans. C'était pas une évidence ça avec le nouveau système à points? Bah non, c'était pas forcément une évidence. Moi je pense que c'était difficile de passer outre ça, quoi. Mais effectivement, ce dispositif a été mis en place pour donner la possibilité aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont leur durée de cotisation de partir plus tôt, quoi. Le régime à points n'enlève pas forcément l'âge légal ou l'âge pivot. On parle de l'âge pivot. Donc si on a un âge pivot, par exemple à 64 ans, ça voudrait dire que s'il n'y avait pas de dispositif de carrière longue, des personnes qui ont commencé à travailler à 17 ou 18 ans devraient aller jusqu'à 64 ans pour avoir leur taux plein. Ce qui est injuste, c'est-à-dire que des durées de cotisation qui sont extrêmement longues. En général, quand vous commencez tôt, c'est plutôt dans des métiers difficiles d'ailleurs. Donc, effectivement, maintenir ce système est possible. Donc, on voit qu'en fait, on aura plein de spécificités autour d'un système de régime universel, si vous voulez quand même garder une forme d'équité en réalité. Mathieu, on est entre nous là. À quoi bon tout ça? Au final, je nous écoute, parce que je vous écoute. Mais
ces avancées qui sont présentées comme des Oui. progrès, encore une fois, voilà, des vraies avancées, des droits nouveaux par le gouvernement, au final, quand on les creuse, Bah, ça semble maigre, non? oui, Quand on en voit en fait, contrepartie, encore une fois, il tout y a- le BINS lié, encore une fois, au fait d'avoir tout remettre tout le monde sur la même toise, Ouais. sans compter qu'il y a la question ou pas de est-ce qu'il y aura une réforme paramétrique. Et Challenge nous dit qu'a priori, le gouvernement lâcherait du lest sur le Sur fait le paramétrique. d'équilibrer Ouais. les comptes, renverrait ça à la nouvelle gouvernance du système, Ouais. pas avant 2020-2022, pour que partenaires sociaux et État se mettent d'accord. Oui. Voilà, donc on se dit... Oui, peut-être beaucoup de bruit pour rien. Non, je ne sais pas. La question sous-jacente a été intéressante de dire il faut unifier les régimes parce qu'on a plus en plus de carrières hachées, des personnes qui passent d'indépendants au secteur privé salarié, ouais, d'autres même ça, de c'est la un bon fonction point. Ça, publique. c'est vrai, c'est vrai. Vous Ça. connaissez tout ça, hein, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des mouvements de carrière qui peuvent être importants Ouais, ouais. et de plus en plus la mobilité fait. Et donc, il faut presque l'inciter d'ailleurs à cette mobilité-là. Donc, d'avoir un régime universel dans lequel vous retrouvez vos droits, vous arrivez à compter plus facilement, tout ça part d'un bon sens et d'une bonne philosophie. Mais après, on voit que la mise en place et la mise en pratique est extrêmement complexe, à la fois dans sa montée en charge, la transformation d'un système. On voit que ça peut prendre quasiment une génération. Ouais. Et donc, cette réforme, finalement, est extrêmement diffuse. Et puis après, de garantir enfin de certains droits, parce qu'on considère que c'est important pour des gens qui ont commencé à travailler jeunes, pour les femmes qui ont des enfants, pour les enseignants qui auraient des niveaux de retraite qui seraient très bas vu le mode de comptabilisation. Donc à la fin, on voit que le seul emblème là-dessus, c'est finalement les régimes spéciaux. Globalement, c'est de rentrer les régimes spéciaux dans un régime universel. Et récupérer une partie de ce que ça coûte. Et récupérer une partie de ce que ça Pour coûte. Mais en réinvestir même dans ce temps, on droit voit bien nouveau. que On en socialement parlait hier. et politiquement, le gouvernement peut lâcher aussi du lest parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir des blocages importants du pays. Donc on voit que, vous venez de le dire, peut-être sur les réformes paramétriques, ils vont lâcher du lest parce qu'en disant si on fait ça, on risque de se prendre... On va avoir du mal à faire passer notre vraie réforme des retraites. On perd la CFDT, Et en même temps, seul allié du gouvernement. la vraie réforme des retraites, c'est l'universalisation des régimes, et donc c'est faire sauter aussi les régimes spéciaux, et on voit qu'on a quand même pas mal de difficultés. Retour à la case départ, voilà. En tout cas, on voulait vous parler de ces nouveaux droits, encore une fois, dont parle le gouvernement, qui méritaient qu'on les précise et qu'on les spécifie un petit peu. Merci beaucoup, Mathieu. Merci David. Bye.